Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors poursuivons avec les élections fédérales du 19 octobre prochain. Mais cette fois au point de vue du citoyen et surtout de la façon dont il va s'habiller en se rendant au bureau de vote, à visage découvert ou non. Maintenant, est-ce que c'est une question secondaire qui ne concernerait que quelques femmes en niqab? Et puis, fallait-il que ce niqab prenne autant de place dans cette campagne électorale? Oui, répond Mathieu Bock-Côté, car cette question teste nos hommes politiques sur une question vitale pour notre temps de point, celle de la définition de notre monde commun. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, il y avait un article dans Le Devoir de cette femme pakistanaise, je pense qu'elle s'appelait Zunera Ishaq. Qu'est-ce qu'elle disait? D'une certaine manière, elle se présentait comme la véritable gardienne des valeurs canadiennes. C'est-à-dire, le Canada, nous dit-elle, est fondé sur l'ouverture à la différence, sur le respect de la diversité, sur l'ouverture à l'autre. De ce point de vue, en se réclamant des valeurs canadiennes et de la Charte des droits pour se donner le droit de prêter son serment de citoyenneté en niqab et ensuite pour pouvoir voter en niqab et tout ça, mais elle serait la véritable gardienne de nos institutions et de l'esprit de nos institutions en montrant jusqu'où elles peuvent aller. Et inversement, ceux qui s'opposent à cette espèce d'enniqabement du serment de citoyenneté seraient intolérants et trahiraient les valeurs canadiennes dans les circonstances, ou ce qu'on appelle les valeurs canadiennes. Dans les circonstances, ce serait le premier ministre, ce serait Gilles Duceppe, ce serait 93% des Québécois, ce serait autour de 78 à 80% des Canadiens. Donc, elle se présente, et là, dans son propos, le niqab devient le symbole des valeurs canadiennes, ça devient le symbole de l'ouverture à l'autre, d'un monde qui accepte véritablement l'idéal de diversité, l'idéal diversitaire dans toute sa profondeur et toutes ses conséquences. Il y avait aussi une autre femme avec le niqab, ou je sais pas, qui avait écrit un texte dans le Journal de Montréal. Oui, elle disait la même chose? Oui, pour l'essentiel. C'est-à-dire, elle nous disait, quant à elle, je vous accepte tel que vous êtes, Canadien. Pourquoi ne m'acceptez-vous pas tel que je suis? Autrement dit, c'est égal. Égal. C'était la doctrine de l'intégration réciproque, pour reprendre le vocabulaire de la commission Bouchard-Taylor. Et elle nous disait, d'une certaine manière, la seule manière de construire un monde commun, n'est-ce pas, de s'ouvrir chacun l'un à l'autre. Et ce qui était évacué, dans les deux cas, mais de manière différente, c'était la référence à la culture d'accueil. Une culture qui ne se laisse pas définir strictement dans le droit, mais qui se définit comme une histoire, comme un ensemble de mœurs, un ensemble de traditions, des habitudes, des coutumes, une manière de vivre, un style de vie. Ce qui était évacué, finalement, c'était tout ce qui n'entre pas dans la logique de la Charte des droits. Ne soyons pas surpris, toutefois, que l'islamisme, parce que c'est de cela dont on parle, soit capable de récupérer ainsi nos chartes de droits, parce que détachées de l'histoire et de la culture, elles peuvent servir à recycler n'importe quelle revendication. Islamisme et tout ce qui est minoritaire peut récupérer cette Charte des droits et dire, je suis une minorité, donc je vous respecte, respectez-moi. En fait, c'est le modèle de la société multiculturelle canadienne. C'est votre cheval de bataille. Un de faux chevaux de bataille. Ah oui. Je pense que parce que c'est l'époque nous exige de nous de réfléchir à ça. Oui. C'est qu'il n'y a plus de culture commune, il n'y a plus de monde commun. Ce qu'il y a, ce sont des individus et des minorités. Des minorités. Non, il y a aussi une culture. Attends, il y a une culture commune, mais qui est tyrannique. Voilà, j'y arrive. Par essence. J'y arrive. Il n'y a plus que des individus et des minorités. Lorsque la culture commune existe, elle n'existe que pour être vilipendée. Oui. Elle n'existe que pour être critiquée. Elle existe sous la caricature de l'homme blanc hétérosexuel dominant qui imposerait à tous ses normes. Oui, de culture chrétienne. Et de ce point de vue, le majoritaire n'existe qu'à la manière d'un tyran qu'il faut à tout prix désarmer. Et le débat sur les niqab, il est intéressant. Pourquoi? On nous dit il y en a seulement 2, reste à voir, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est une question de principe. C'est un test pour nos institutions. Et ce qu'on constate, c'est que sur ce test, qui n'aurait pas dû être coulé par nos hommes politiques, Thomas Mulcair et Justin Trudeau nous ont dit clairement que de leur point de vue, la logique des droits et libertés devait nous conduire à accepter un serment de citoyenneté en niqab. Donc au moment de rencontrer la société d'accueil, au moment de se présenter formellement dans un moment rituel important à la société qui l'accueillera, cette dame dit « Non, je ne vous montre pas mon visage. Sommes-nous obligés de lui dire bienvenue ?» Dites-moi une chose, on accepte pourtant des gens qui, avec des cheveux bleus, des mini-jupes, des pantalons en cuir, des tatouages,
Ça aussi, c'est une façon de se singulariser. Mais tous les symboles identitaires ne sont pas interchangeables. Ça, c'est le drame de la sociologie des identités aujourd'hui, qui n'accepte l'identité que de manière subjective. Donc, j'ai les cheveux bleus, vous avez un niqab, quant à moi, j'aime les tondeuses. Nous avons 3 manières de nous définir. Aucune d'entre elles n'a une valeur particulière. Et tout s'équivaut. Tout s'équivaut, tout alors est interchangeable. Alors que vous avez une référence à une culture, et une culture donne un sens différent au niqab, à la tondeuse ou aux cheveux bleus. Évidemment, et surtout le niqab dans les circonstances, ce n'est pas un symbole comme les autres. C'est d'abord et avant tout un symbole d'auto-apartheid social et identitaire. C'est un symbole, si on préfère, d'auto-ségrégation. D'après la majorité. D'après la culture occidentale. Pas d'après la minorité. Qui, elle, est égale aux majorités. Oui, même supérieure moralement. Oui, ça. Mais c'est une déclaration de non-appartenance à la société occidentale, à la civilisation occidentale. Mais donc, si cette femme handicapée dit non, je me sens tout à fait canadienne avec mon niqab, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est à ce moment qu'on lui dit que le sens de l'hospitalité, la culture de l'autre compte aussi. Et si elle arrive dans un pays où on lui envoie clairement le signal de mille et une manières que c'est inacceptable, eh bien, une forme de politesse élémentaire, de courtoisie, consisterait à accepter, ne serait-ce qu'au moment du serment de citoyenneté et au moment d'aller voter, de retirer ce signe qui heurte profondément nos valeurs et nos habitudes et nos coutumes. Je veux dire, il y a autre chose qui est dans un angle mort du débat, c'est que le multiculturalisme fige une minorité comme si elle était éternellement minorité. Ah ben oui, bien sûr. Alors il y a certaines minorités, je pense donc à ces femmes handicapées, si vous voulez, qui appartiennent à une civilisation qui est en plein essor, tant démographique qu'idéologique. Donc c'est une minorité aujourd'hui, mais comment vous dire, ce groupe ne se sent pas minoritaire, il ne l'est pas du tout dans le monde. La sociologie contemporaine pense la majorité et la minorité non pas en termes de démographique, mais en termes de rapport de pouvoir. Donc, on peut être 95% d'une population qui est minoritaire par rapport à 5% qui serait majoritaire, alors, à la limite. Oui, et là, ce qui est intéressant dans les circonstances, c'est que nous, on ne voulant voir dans le niqab que le symbole d'une spiritualité particulièrement exigeante de cette jeune dame. Puis d'ailleurs, les journalistes qui se laissent berner chaque fois nous disent, on lui a demandé, et là son mari dit tu devrais l'enlever, et elle dit non, je veux le porter par moi-même. Donc on nous présente toujours ça comme un renversement du rapport de pouvoir. Et donc ce n'est pas un symbole antiféministe. Voilà, c'est pas un symbole de domination de l'homme sur la femme, parce que faut quand même beaucoup d'imagination pour en arriver à cette conclusion. Non, ça peut être vrai. Écoutez, moi j'ai voyagé dans un pays musulman et j'ai vu des femmes voilées qui emmenaient très large et qui dominaient leur mari. D'accord, la question n'est pas là. Je dis que lorsqu'on sent le besoin de voiler la femme, de l'enfermer dans un vêtement qui la prive de toute identité sur la place publique, il nous est permis, à partir de notre histoire et de notre rapport à la différence homme-femme, d'y voir une marque terrible de soumission. Écoutez, allez dans un pays musulman, vous avez beaucoup de femmes voilées et qui ne sont pas soumises selon nos critères à nous. Mais voilà, à quel moment, je dirais, nous devons rappeler que nous sommes chez nous. Je comprends. Et je reviens Mathieu, sur ça. Mathieu, je finis une chose. Est-ce que il y a un seul argument ici? Vous avez un argument anti-multiculturaliste, vous le développez très bien du reste. Maintenant, il y a aussi l'argument féministe, femme cadenassée par son mari, patriarcat musulman et tout le tralala. Je vous dis vous dites que la question n'est pas là, mais je pense que la question est également la question est aussi là, mais elle peut être voilée jusqu'à la moelle, si vous voulez, et dominer son mari. Un instant. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la représentation publique de la différence sexuelle en Occident. De la féminité. Mais d'accord, mais c'est ici qu'on se trouve. Je suis pas en train de faire, je propose pas la loi pour l'Arabie Saoudite ici. C'est-à-dire qu'ils s'organisent comme ils veulent, bien que par ailleurs ils ne font preuve à l'occasion d'une barbarie sans nom. Je me permets de le dire, soit dit en passant, il se peut que certaines valeurs soient quand même transcendent d'autres. Mais parlons de notre Occident un instant. Oui. Une dame qui arrive ici et qui envoie un signal clair qu'elle ne veut pas faire vie commune avec la société qui pourtant l'accueille. Je vois mal pourquoi on refuserait de voir la dimension politique de la chose. Parce que bien évidemment, dans nos cervelles qui fonctionnent selon une espèce de paradigme libéral ultra quelquefois, on ne veut voir l'identité que de manière subjective et individuelle. Et on ne veut pas voir que derrière ce symbole, c'est un certain rapport à la culture qui s'impose dans la vie publique, c'est une certaine norme qui cherche à faire plier nos institutions, c'est une bataille politique pour savoir qui va gagner.
un certain islamisme ou nos institutions. Mathieu Bocoté, pourquoi est-ce que le niqab polarise autant et, mettons, la façon de s'habiller des chassidim, notamment à Outremont, polarise moins? Parce que je crois qu'il y a, si on regarde ça avec toute la distance nécessaire, c'est la distinction entre des gens qui décident de se replier en communauté fermée dans l'entre-soi et d'autres qui, je pense aux islamistes ici, qui entendent faire plier nos institutions et qui sont dans un rapport de conflit ouvert avec les sociétés occidentales. Parce qu'il y a quand même la nécessité de nommer quelque chose qui s'appelle l'offensive islamiste, qui n'est pas simplement une offensive terroriste, mais l'offensive islamiste contre les démocraties occidentales. Et nous en avons ici un cas, et nous avons un talent exceptionnel pour ne pas voir ce que nous voyons, pour nous aveugler, pour nous interdire de nommer ce qui nous arrive, c'est-à-dire une forme de défi à nos institutions. Alors comment maintenant vous parlez des moyens de dire à ces gens-là, écoutez, faites comme chez nous, ou du moins pour cela en tout cas. On entend parler d'histoires de gens qui dans la rue arrachent le voile ce qui est d'une brutalité, ce qui est sans nom et ce qui ne devrait pas être toléré d'aucune manière. Alors la façon judiciaire, ce serait la bonne façon? C'est pas apporter ça dans non, la voie politique, c'est-à-dire avoir un parti qui dirait voici de notre programme, on interdirait le niqab. Oui, mais non, pour interdire le niqab à tout le moins reformulons, c'est-à-dire un parti qui dit par exemple là les conservateurs nous disent on veut interdire au moment du serment de citoyenneté de le faire en niqab. Bon, on avait à Québec, au moment du Parti québécois, au moment du gouvernement péquiste, des gens avec la charte des valeurs qui disaient il n'y aura pas de signes religieux ostentatoires chez ceux qui offrent des services publics et lorsque vient le temps d'en consommer des services publics. Donc, il y a des réponses politiques. Évidemment, lorsque des brutes, des personnes sans génie, des gens portés par une forme d'agressivité morbide décident de s'en prendre aux femmes avec un voile ou un niqab, c'est radicalement inacceptable. Mais ça s'explique quand même ou pas? Parce que ces gens-là ont le sentiment de pas être d'être écoutés par personne. Je pense qu'il y a une censure fondamentale dans les sociétés libérales qui est celle de la violence de l'un envers l'autre. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas aux individus, peu importe leur sentiment, de se faire justice eux-mêmes. On n'agresse pas son prochain, même si son prochain nous semble détestable. Mais ces gens-là diraient que le niqab est une agression à notre égard. Je crois aussi que c'est une agression, mais c'est une agression symbolique. C'est une agression symbolique qui exige une réponse culturelle et politique, mais jamais d'en venir aux mains. Ça, évidemment, et c'est d'autant que, comment je pourrais dire ça, des personnes qui décident de s'en prendre à quelqu'un d'autre, quelle que soit la raison, ça me semble inacceptable dans une société qui cherche à refouler dans ses marges les plus lointaines la possibilité de la violence physique. Ouais. Bon, alors on en revient à la question politique. La question politique, c'est de quelle manière pouvons-nous définir des règles, plonger dans la culture commune pour être capable d'empêcher justement que des communautarismes prennent forme publiquement et que dans le cas qui nous intéresse, que nos institutions soient retournées contre nous-mêmes, que la logique des droits de l'homme soit retournée contre la logique contre les exigences de la société d'accueil. Donc problème politique fondé sur une question culturelle, civilisationnelle, historique, traditionnelle, tradition, etc. Concrètement, qu'est-ce que vous préconisez, Mathieu Bocoté? Alors, c'est ce que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire les conservateurs ont avancé quelques pistes, je les trouve tout à fait d'ailleurs timides. Par exemple, obliger que le serment de citoyenneté se fasse à visage découvert. On pourrait ajouter qu'on ne puisse voter qu'à visage découvert. Ça va de soi. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, la protestation populaire contre la possibilité de pouvoir voter avec des sacs de patates, des masques, des cagoules, des drapeaux du Canadien. Bon, moi je m'en désole, mais je comprends ce qui se passe. C'est-à-dire c'est une forme de le citoyen répond par l'humour, c'est une désobéissance civile parodique. Bon, c'est la réponse par l'absurde. Je dirais que à l'odieux, c'est une réponse par l'absurde. Bon. Oui, tout à fait. Mais je préférais quand même qu'on conserve le caractère sacré et solennel du vote. Je n'approuve pas cette réponse. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y avait la charte des valeurs du Parti québécois, bien évidemment. On peut changer les critères de sélection des nouveaux arrivants, des immigrants, pour voir que si des gens arrivent ici avec
avec des comportements qui sont radicalement incompatibles avec la société d'accueil, il est possible de trouver de nouveaux critères pour empêcher que ça arrive. Il est possible d'avoir des politiques d'intégration plus fermes. Autrement dit, la réponse politique, elle a plusieurs modalités possibles, mais je pense que c'est à ce niveau que ça doit se tenir. J'ajouterais une chose, cela dit, nous devrons être sévères envers nos propres institutions, c'est-à-dire que nos institutions aujourd'hui sont retournées contre nous-mêmes. La logique des droits de l'homme... Nous-mêmes, c'est qui nous-mêmes? Les sociétés occidentales. Les peuples ou les sociétés? D'accord, les nations occidentales, c'est-à-dire les peuples, mais au-delà même de ça, je dirais les sociétés tout simplement, c'est-à-dire la logique des droits de l'homme et évidemment les droits et libertés, c'est une grande conquête de notre civilisation. Mais lorsque on décide de développer un fondamentalisme des droits de l'homme, on dissocie l'individu de toute forme de société, de culture, d'appartenance, et on veut s'assurer par le droit de le blinder dans chacune de ses revendications. On ne se rend pas compte que quelquefois cette logique des droits sert à masquer lorsqu'elle est récupérée par d'autres. Elle est récupérée par des adversaires, quelquefois même par des ennemis. Je pense à l'islamisme ici, qui cherche à détourner la logique des droits pour nous imposer sa propre loi. Mais nos sociétés ne sont plus capables de penser le conflit. Ça me frappe beaucoup. On croit qu'il n'y a de réponse possible que juridique dans la discussion, le dialogue. Même le mot dialogue, même interreligieux. Moi, je m'occupe d'une émission comme ça aussi, et le dialogue, finalement, il y a des différences irréconciliables. Mais voilà, c'est-à-dire il s'agit pas de se donner les coups de poing. Le pluralisme fondamental des civilisations, des cultures, des États, des nations. Ce pluralisme, il est devenu incompréhensible. On oublie que s'il y a dialogue possible, c'est parce qu'il y a plusieurs points de vue et plusieurs ancrages, et à moins de croire à une espèce de fusion universelle de chacun dans un dialogue devant nous conduire à la réconciliation de l'humanité sous un seul visage, eh bien, le propre du dialogue, c'est qu'il vient aussi nous confirmer chacun d'entre nous dans ce que nous avons de singulier. Oui. Bon, donc le propre du dialogue bien mené, c'est qu'il permet, oui, de dégager des terrains d'entente, mais aussi au même moment de voir là où nous nous entendrons pas. Mais sur un territoire commun, comment est-ce qu'on va faire aboutir la question? Parce que si je dialogue avec quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres, il faut tout simplement rappeler ici la distinction entre le pays d'accueil et celui qui arrive. Il y a cette vieille formule que j'aime répéter, qui est tournée, on fait comme les Romains. On la tourne en ridicule, cette formule, aujourd'hui, et pourtant, elle me semble tout à fait essentielle. On fait comme les Romains, vous m'invitez chez vous, Mathieu Bock-Côté, je suis un invité. Oui, mais voilà, mais quand on vit dans un monde étrange aujourd'hui, qui, au nom de l'humanité mondialisée, du métissage absolu, eh bien, on dit qu'il n'y a plus de chez nous, il n'y a plus de chez soi. Mais le chez nous, maintenant, est défini par celui qui paye des impôts. Oui, premièrement, il y a une réduction donc, votre économique. Femme handicap, ça paye certainement il y a une réduction économique du chez nous, c'est-à-dire un pays n'est plus qu'une entité économique, ou encore une réduction juridique. Voilà. Et ce que nous ne parvenons plus à penser, c'est la pluralité, je l'ai dit, des cultures qui donne normalement la pluralité des communautés politiques. Oui. Et me semble-t-il que nous devrons réviser notre idée de l'hospitalité en nous disant tout simplement que quelqu'un qui vient chez nous, il va falloir être beaucoup plus exigeant et être clair dans ses exigences. Et il ne faudra pas s'excuser d'être exigeant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit fondamental de devenir un citoyen canadien ou québécois. Alors si quelqu'un veut le devenir, il y a des conditions à cela. Encore doit-on être capable de se réconcilier avec ces conditions, tout en sachant qu'une partie de notre élite intellectuelle et médiatique pratique la pénitence, la logique masochiste de l'autodénonciation de soi. Une grande ou une petite partie? Une bonne part de nos élites intellectuelles et médiatiques, franchement. Alors, mais qui pratiquent cette espèce de masochisme identitaire, oui. Eh bien, il va falloir, d'un certain point de vue, renouer avec nous-mêmes. Renouer avec nous-mêmes, c'est-à-dire à s'assumer comme héritier d'une histoire qui mérite d'être poursuivie et transmise à ceux qui décident de venir vivre avec nous. Vous allez voter à visage couvert ou découvert? Je vais voter à visage découvert. Je vous surprends ici. Et je vous dirai pas, je vais deviner pour qui vous votez, je le dirai pas en ondes. Merci beaucoup, Mathieu. Dans une semaine. Au grand plaisir.